power. Bonjour Zora Boukenouche, merci d'accepter l'invitation du syndicat des quartiers populaires de Marseille qui, au lendemain du confinement, a ressenti la nécessité d'aller à la rencontre d'un certain nombre de militants et de militantes qui agissent sur Marseille. Dans un premier temps, parce qu'on sentait bien l'urgence de déposer quelque part tout ce bouillonnement solidaire qui existe à Marseille. Dans un deuxième temps, parce qu'on est très, très attaché à cette notion de nous collectif, de nous solidaires, cette idée aussi de créer des passerelles entre les différents collectifs qui œuvrent à Marseille. Et enfin, il s'agissait aussi de pouvoir recueillir vos propositions, car on estime que les collectifs sont les acteurs principaux d'une véritable transformation sociale et politique à Marseille. Merci Zora. Est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps? Oui, donc comme tu peux le voir, donc je suis aujourd'hui dans le centre-ville de Marseille, puisque je suis proche de ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne, et qui me renvoie un peu à mon histoire ancienne, puisque je suis née à Marseille, et j'ai grandi dans les bidonvilles des quartiers nord. Et donc, c'est vrai que assez rapidement, quand j'étais enfant, j'ai compris qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu étrange. Mais je ne comprenais pas trop. J'ai compris plus tard, quand j'étais plus âgée. C'est-à-dire que j'étais sur un territoire donc, en France et qu'en fait, sur ce territoire-là, il y avait deux territoires. C'est-à-dire les quartiers dans lesquels on habitait, puisqu'on était regroupés par les mêmes populations, donc migrantes ou issues de l'histoire coloniale. Et donc, on est en majorité donc, des Maghrébins, pour dire Algériens, Marocains, Tunisiens, très peu de Français et des Gitans qui venaient aussi, ou d'Espagne ou d'Algérie en majorité. Donc, voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays, dans cette façon de voir les gens et du traitement aussi des gens des quartiers populaires, puisque effectivement, donc, il y avait un problème de territoire, mais il y avait aussi un problème de personnes. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que les gens n'étaient pas traités de la même façon suivant le nom qu'ils avaient. Et donc, c'est toute cette histoire-là qui a fait que je suis un peu dans le mouvement, on va dire, d'éducation populaire, où j'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif et où j'ai beaucoup milité sur toutes les problématiques qu'on a suivies dans le quartier de Nord, notamment les violences policières, les crimes racistes. Alors aujourd'hui, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif du 5 novembre. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement comment est né ce collectif? Le 5 novembre, donc, comme tout le monde se souvient, donc, il y a 2 immeubles qui se sont écroulés. Donc, moi, j'habite à la Plaine, puisque maintenant, je ne suis plus dans le quartier nord. Et rapidement, je me suis rendue sur les lieux. Et là, j'ai rencontré des camarades que je connaissais ou par mon niveau professionnel ou par le militantisme. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ni la mairie ni l'État ne feraient pas grand-chose pour cette population-là. Donc, il faut quand même se rappeler que le quartier de Noailles, même s'il y a des gens un peu qui avaient choisi d'habiter là, majoritairement, c'était des habitants qui étaient là parce qu'ils ne pouvaient pas aller habiter ailleurs. Et souvent, ils étaient dans des logements insalubres et loués par des marchands de sommeil. Donc à partir de là, donc on a commencé à discuter avec pas mal de gens et petit à petit, donc on a mis en place notamment au Molotov, donc c'est une salle de concert qui nous a été prêtée pour faire des permanences 2 fois par semaine pour accueillir les délogés. Alors, en ce moment, certains parlent de crise sanitaire, mais nous voyons à travers ton témoignage, mais également à travers des entretiens d'autres militants qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise sanitaire, mais bien d'une crise sociale, d'une crise politique, d'une crise écologique, d'une crise qui touche l'ensemble du système et qui était là bien avant, finalement, cette crise sanitaire, mais qui se révèle d'autant plus flagrante encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein du collectif du 5 novembre pour pallier à cette situation?
Ben, ce qu'on a fait assez rapidement déjà, c'est de contacter pour toutes les personnes délogées qu'on connaissait pour vérifier que ils étaient dans de bonnes conditions. Bon, le problème, c'est que c'est vrai qu'il y en a qui sont dans des logements provisoires et donc ils ont des moyens de cuisiner. D'autres sont dans des appart-hôtels, ils peuvent aussi cuisiner. Et puis d'autres sont dans des hôtels où ils n'ont pas la possibilité de cuisiner. Quoi qu'il en soit, donc ces trois situations montrent quand même une difficulté pour ces gens-là parce qu'ils se retrouvent dans des logements très petits. Souvent, c'est des familles nombreuses et le confinement pose des problèmes dramatiques pour ces familles-là. Que ce soit l'accès à la nourriture, hein, parce que souvent, c'était des gens qui travaillaient au black, donc qui n'avaient pas beaucoup de revenus. Et donc, ça pose le problème de comment trouver à manger, comment nourrir sa famille dans des moments où l'État et la ville ne font rien pour que les gens puissent se déplacer pour aller acheter à manger. C'est-à-dire que là, on voit que par exemple dans le quartier de Noailles, où il y avait un marché qui a été accessible pour pas mal de familles, il a été fermé et ça pose beaucoup de problèmes puisque les gens sont obligés d'aller dans les magasins et on sait que les prix des magasins ne sont pas les mêmes que ceux du marché. Donc, on est en train de mettre en difficulté des gens qui étaient déjà en grande précarité. Vous avez dû organiser, j'imagine, donc une solidarité financière. Comment est-ce que vous y êtes pris? Comme beaucoup de collectifs et d'associations, donc on a fait une chaîne un peu humanitaire pour faire en sorte que les gens puissent trouver des lieux de distribution pour pouvoir manger. Il y a eu pour des familles, notamment des familles sans papier, des aides financières, puisqu'il y a eu des dons pour les délogés qui sont dans des situations très, très difficiles. Et on s'est dit, à ce moment-là, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas envoyer les gens qu'aller dans des endroits pour prendre à manger, mais ces gens-là, ils ont aussi des factures à payer. C'est-à-dire qu'ils doivent payer certains le loyer, l'électricité, le téléphone, etc. Et que le fait de ne plus pouvoir travailler les met en grande difficulté. Ensuite, il y a tout un réseau donc, de solidarité qui se met avec tous les collectifs. Hein. Donc, comme on voit par exemple là, dernièrement avec les salariés de McDo, donc le collectif accompagne aussi ces personnes-là pour les aider dans leur démarche et de mettre en place un relais pour pouvoir ramasser des denrées alimentaires, puisque on sait très bien que dans le quartier populaire, dans le quartier nord, même s'il y a des gens qui sont aisés, la grande majorité, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, alors que dans le centre-ville, il y a plus une population plus aisée qui serait prête à être solidaire avec ces populations qui sont en grande précarité. Est-ce que vous avez interpellé les pouvoirs publics au lendemain du confinement? On fait partie des collectifs et associations qui avons interpellé donc l'État, la mairie pour mettre en place une urgence sanitaire. Mais comme pour le 5 novembre, après les écroulements, on se rend compte que rien n'est mis en place et qu'heureusement que la solidarité, la citoyenneté des Marseillais a fait que on a pu pallier encore à l'incurie de l'État et de la ville de Marseille. Pour toi, parce que justement, ça me permet de te poser une question autour d'un article de nos amis du Ravi qui vient de sortir, autour justement d'un certain nombre de failles de la mairie de Marseille. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je trouve que c'est quand même dommage qu'ils aient attendu plus d'un an et demi pour réagir, ces salariés de la mairie qui travaillent dans de très mauvaises conditions. Ça, de point de vue salarial, donc je défends toujours les salariés et c'est quand même une chose essentielle pour moi. Ce qui me semble étonnant, c'est qu'ils aient mis autant de temps pour réagir, alors que nous, ça fait des mois qu'on interpelle donc les autorités publiques en disant il y a danger, faites des choses. Quand on voit que normalement la ville pourrait se substituer aux propriétaires pour faire des travaux, pour que les gens puissent vivre en toute sécurité dans leur logement, rien n'est fait. Donc, oui, ils soulignent tous les manquements que nous avons soulignés depuis des mois. Oui, alors effectivement, ce courrier des architectes et des ingénieurs de la direction de la prévention et de la gestion des risques de la ville de Marseille
dénonce donc 2600 signalements d'immeubles sous suspicion de péril en attente d'une prise en charge, 230 immeubles en péril grave et imminent non suivi, la non-application des prescriptions légales lorsque les propriétaires sont défaillants et un service de la gestion des risques en plein burn-out. Donc, c'est des choses, vous, que vous aviez effectivement largement identifiées, mais je pense que c'est quand même une véritable avancée que, voilà, qu'un an après, quand même, un certain nombre de salariés à l'intérieur de l'institution puissent également dénoncer ces failles. Pour moi, c'est aussi finalement la manière dont le collectif du 5 novembre, avec l'ensemble des collectifs, ont aussi accéléré, je pense, un certain nombre de choses et ont permis, en tout cas, de faire remonter un certain nombre de failles à travers notamment, je parle de la charte du logement, mais un certain nombre d'autres actions qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, des salariés en grande souffrance, ce courrier le souligne bien, se sentent également responsables de dénoncer ce mépris et finalement de participer à cette transformation sociale que vous avez impulsée. Je pense que, comme moi, je constate que quand même, ça fait partie, en tout cas, des choses assez porteuses d'espoir qu'on peut souligner à l'échelle de notre ville. Plus globalement, parce que c'est vrai qu'avec vous, on avait aussi envie de se poser la question du changement. On avait envie de se poser la question d'une projection au lendemain de cette crise, une projection qui, on l'espère, sera peut-être finalement porteuse de transformation sociale, non seulement à l'échelle locale, mais plus largement à l'échelle globale. Mais pour toi, finalement, qu'est-ce que cette crise vient révéler de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Si tu veux, pour revenir un peu en arrière, si on reprend le rapport qu'a fait le Haut Comité au logement qui donc signalait donc toutes ces problématiques qui sont révélées dans ce courrier. Ces personnes-là, elles ont été reçues par le Premier ministre, par le maire de Marseille, donc toutes les informations, on les a. Et donc c'est là, si je reviens à ça, c'est pour dire pourquoi il va falloir qu'on change. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le fonctionnement de la politique, que ce soit de la mairie jusqu'au sommet de l'État, ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir qu'on ait un fonctionnement un peu plus citoyen, c'est-à-dire qu'il y ait des décisions qui se prennent au niveau des populations, ou par des référendums, ou par des conseils citoyens, ou par d'autres fonctionnements, mais on se rend compte au jour d'aujourd'hui que le système qui perdure depuis des années et des années ne fonctionne plus et qu'on est bien aussi dans une crise politique, puisque la politique ne répond pas aux administrés, puisque quand ils sont interpellés, que ce soit par des rapports, par des interpellations de collectifs, d'associations ou de personnes qui travaillent dans ces mêmes administrations, il n'y a pas de réponse. Ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il va falloir quand même réfléchir à ce changement-là. Est-ce que tu penses, à travers ce qui s'est passé, notamment à Marseille autour du 5 novembre, depuis le 5 novembre, avec tous ces collectifs qui ont pu se rencontrer, essayer de proposer d'autres alternatives à travers les états généraux, mais à travers également de très, très nombreux espaces où les collectifs ont réinventé finalement la forme politique. Est-ce que tu penses qu'on est en capacité d'impulser un souffle nouveau au sein de cette ville? Moi, je suis persuadée que c'est ça qui va arriver à terme, puisqu'à un moment donné, on s'est rendu compte quand même au jour d'aujourd'hui que quand on voit ce qui s'est passé avec les collectifs qui ont fait signer une charte du relogement à la ville et à l'État, donc la métropole avait refusé de la signer, c'est que les collectifs, les citoyens peuvent mettre une pression énorme sur les institutions pour que les choses elles changent. Effectivement, les États généraux de Marseille qui se sont passés donc, il y a quelques mois ont mis à mal les institutions parce qu'ils se sont rendus compte que on était passé d'un fatalisme à la marseillaise, on se disait oh, on est à Marseille, on est à Marseille. Ben non, à un moment donné, on est ok, on est à Marseille, mais on en a marre de cette politique clientéliste où rien ne se fait, ça se brade, on discute, etc. Donc, je pense que le fait d'être collectif et de faire collectif, c'est une des forces
des citoyens pour faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte, que ce soit à Marseille ou notre ville, quand il y a eu des grosses mobilisations sur certaines actions, on a pu faire plier que ce soit la ville ou l'État. Merci Zora, merci de ta confiance. Force et courage à toi, force et courage à ton collectif et continuons de tisser ces liens qui sont indispensables à cette transformation. À très bientôt. Au revoir Zora. Ciao.